Le chocolat. On est d'accord, c'est une des gourmandises les plus appréciées au monde. Mais derrière ce simple plaisir se cache une histoire bien plus complexe. Une histoire qui prend racine au cœur des forêts tropicales. On va se poser la question ensemble. Parce que l'histoire du chocolat, elle commence avec une simple fève de cacao. Mais son parcours de l'arbre jusqu'à nous a des conséquences énormes, des conséquences qu'on commence à peine à comprendre. Alors on va décortiquer ça. Regardez bien ce chiffre. 40%. C'est juste énorme. Ça veut dire que près de la moitié du cacao mondial vient d'un seul et même pays, la Côte d'Ivoire. Depuis la fin des années 70, c'est le leader incontesté du marché. Sauf que, voilà, ce qu'on a appelé le miracle ivoirien, eh bien, il s'est construit sur le dos d'une ressource ultra précieuse, la forêt. Et le prix à payer, il a été exorbitant. Et quand on parle de coût, ce n'est pas qu'une question d'argent, loin de là, c'est un coût écologique. En fait, la culture du cacao est devenue l'une des raisons principales de la déforestation dans le pays. Les chiffres, franchement, ils donnent le vertige. 2 millions d'hectares de forêts rasées. Pour se donner une idée, c'est comme si on avait sacrifié 80% de la forêt d'une région entière pour une seule culture. Et le pire, c'est que même les parcs nationaux, qui sont censés être des sanctuaires intouchables, n'ont pas été épargnés. Bon, la question c'est, comment on en est arrivé là? Pour le comprendre, il faut suivre ce que les chercheurs appellent le front pionnier du cacao. C'est un peu comme une vague de production qui a déferlé sur tout le pays. Au début, tout a commencé dans le sud-est, mais une fois les sols épuisés et les forêts parties en fumée, la production s'est déplacée, comme une onde de choc, vers le centre-ouest. Et depuis les années 90, c'est au tour du sud-ouest, qui était la dernière grande réserve de forêt, de subir cette pression. Le modèle est terriblement simple. On défriche, on plante, on épuise, et on va voir ailleurs. Face à ce désastre écologique, une solution est de plus en plus mise en avant, l'agroforesterie. L'idée, c'est d'intégrer des arbres au milieu des plantations de cacaoyers. Mais attention, il y a plusieurs façons de le faire et les résultats sont très différents. Ce tableau résume parfaitement les options. D'un côté, on a le plein soleil. Un rendement max à court terme, c'est vrai, mais une biodiversité proche de zéro et une dépendance totale aux engrais. À l'opposé, l'agroforesterie complexe qui ressemble presque à une forêt naturelle. Là, on a plus de 15 arbres différents par hectare, une biodiversité riche et au final, moins de travail pour l'agriculteur. Et entre les deux, il y a un système un peu hybride, l'agroforesterie simple. Cette citation, elle résume vraiment bien tout l'espoir qu'il y a derrière cette approche. L'idée, ce n'est plus de choisir entre agriculture et environnement, mais de faire en sorte que les deux fonctionnent main dans la main, et sur le long terme. C'est ça, la promesse de l'agroforesterie. Alors on pourrait se dire, super, la solution est là, il n'y a plus qu'à. Mais si c'était si simple, ce serait déjà fait. Le problème, c'est qu'il y a un vrai fossé, une vision complètement différente entre les priorités des agriculteurs sur le terrain et les recommandations des scientifiques. Et là, on touche au cœur du problème. D'un côté, l'agriculteur, lui, il a une logique économique de court terme. Il doit vivre, donc il va planter des arbres qui lui rapportent de l'argent rapidement. Des manguiers pour les fruits, des palmiers à huile. De l'autre côté, le scientifique, il pense à la planète, au long terme. Il va recommander des espèces locales, parfois menacées, qui sont géniales pour le sol et la biodiversité, mais qui n'ont pas forcément un intérêt économique direct et immédiat. Prenons l'exemple du cololatier. Sa noix se vend bien, donc pour un agriculteur, c'est un calcul vite fait, c'est un bon plan. Le souci, c'est que cet arbre attire des insectes, les myrides, qui sont un vrai cauchemar pour les cacaoyers. Ils les ravagent. On voit bien le conflit d'intérêts, c'est évident. Pour essayer de réduire ce fossé, il faut aller plus loin. Il faut comprendre ce qui motive vraiment les agriculteurs, et aussi voir où sont les manques dans la recherche scientifique. C'est une question de valeur, mais pas seulement de valeur en euros. La question est hyper importante. Est-ce qu'ils le font par conviction écologique, pour avoir un meilleur cacao, ou pour une toute autre raison ? Une enquête de terrain nous donne des réponses assez surprenantes. Et la réponse est sans appel. Ce graphique est très parlant. Pour 60% des agriculteurs qui se mettent à l'agroforesterie, la raison numéro 1, c'est l'argent, les primes qu'ils reçoivent des programmes de certification. La conscience écolo, elle n'arrive qu'en toute fin, avec seulement 5%. Le message est clair, pour que l'écologie fonctionne, il faut qu'elle soit rentable. Et c'est là que la science a un rôle crucial à jouer. Pour l'instant, on manque de preuves chiffrées. On ne peut pas dire à un agriculteur « si vous plantez cet arbre que je vous recommande, votre rendement va augmenter de tant de pourcents dans 5 ans ». On ne sait pas non plus mettre un prix sur la valeur de la biodiversité ou d'un sol en bonne santé. Tant que ces bénéfices resteront vagues et abstraits, la logique du portefeuille à court terme gagnera toujours.
Alors, comment on avance? La recherche propose une feuille de route assez claire, en fait, qui est basée sur le compromis et sur la preuve par les chiffres. Voyons voir à quoi ça pourrait ressembler. En gros, il y a 3 étapes. D'abord, trouver des arbres gagnant-gagnant, qui plaisent à la fois aux agriculteurs pour leurs revenus et aux écologistes pour la planète. Ensuite, deuxième étape, chiffrer les bénéfices de ces bonnes pratiques. Et enfin, l'étape la plus importante, transformer ces bénéfices en argent sonnant et trébuchant pour les agriculteurs. Ça peut être via des primes ou ce qu'on appelle des paiements pour services environnementaux. En gros, on les paye pour le service qu'ils rendent à la nature. Et voilà, on arrive à la conclusion essentielle de toute cette histoire. On ne sauvera pas les forêts en demandant aux agriculteurs de faire des sacrifices. Il faut absolument que la protection de l'environnement devienne pour eux une source de revenus, qu'elle fasse partie de leur business plan. Tout ça nous amène à cette dernière question. Le vrai coût d'une tablette de chocolat durable, ce n'est peut-être pas seulement le prix des fèves de cacao. C'est aussi le coût pour préserver une forêt, pour maintenir la biodiversité et pour assurer un revenu juste à ceux qui nous nourrissent. C'est une question qui nous invite tous à réfléchir un peu à la valeur de ce qu'on met dans notre panier.